Il n'a appartenu à aucun des grands mouvements d'avant-garde de la modernité. C'est singulier, tout seul, Lonesome Cowboy, paf. Mais en Europe, il n'est souvent, jusqu'à maintenant, pas vraiment pris au sérieux. Complètement à tort, évidemment. Il a fait une école d'art appliqué, une école d'art décoratif et d'architecture, qui explique en partie qu'il n'ait jamais fait de peinture. Il a pratiqué essentiellement la gravure sur bois, qui est une technique qui n'est pas facile, qu'il faut vraiment acquérir. Ça demande vraiment une attention, une concentration très importante. Il ne s'agissait pas juste de représenter une jolie petite ville. On voit qu'il a un intérêt pour le fantastique, le bizarre, le surnaturel. Et j'irais même un peu plus loin avec des images ambiguës, que Salvador Dali appelait des doubles images, c'est-à-dire des formes qu'on peut interpréter de deux manières différentes. En plus, dans cette espèce de chaos que représente l'architecture de ces petites villes italiennes, il essayait de trouver un ordre, de le structurer. On voit qu'il cherche au-delà de l'apparence. Avec l'arrivée du fascisme en Italie, de Mussolini, il a quitté l'Italie, d'abord allé en Suisse, puis ensuite en Belgique, et il est retourné en Hollande où il a vécu après la guerre. Le voyage de Grenade, ça marque vraiment une rupture. Il dessine la plupart de ces décors de mosaïque absolument extraordinaires qu'il y a à l'Alhambra. Quand il rentre, il ordonne tous ses dessins, il les catégorise, il obtient comme un espèce de dictionnaire de formes à partir duquel il peut travailler. Très rapidement après, il arrive à faire ce tour de force incroyable de mettre deux figures plus ou moins identiques et qui s'imbriquent l'une dans l'autre de manière à ce qu'il peut en faire comme un pavage de mosaïque où il n'y a aucun espace qui reste libre. Les tessellations qui vont du plus grand au plus petit, vous avez vu la taille des plus petits, c'est insensé comment il arrive à faire ça. Je veux dire, c'est typique de ce goût pour représenter l'infini. Il faut être quand même très audacieux pour pouvoir faire passer l'image d'un poisson à celle d'un oiseau, jusqu'à la représentation d'une petite ville italienne qui elle-même devient un échiquier. Et tout ça, ça passe, parce que les transitions sont là et ça paraît effectivement une évolution qui a sa propre cohérence. Et ça reste la particularité des chairs. Ce monumental système qui était la perspective à point de fuite unique, dont on a tellement fait l'usage qu'on a cru que c'était une vérité. Or, il joue avec ça, mais il nous démontre très rapidement que justement ça peut être autre chose aussi. Pour lui, la perspective à point de fuite n'est pas un dogme qu'on ne peut pas renverser. Plusieurs mathématiciens ont la chance de voir l'exposition et s'extasient devant son œuvre
en se disant qu'il y a là pour la première fois pour eux des représentations de ce qu'ils ne connaissaient que comme des formules totalement abstraites. Ce qui prouve que simplement par sa réflexion, la création et l'intuition, il arrive à exactement la même chose qu'une formule mathématique. Il n'était pas mathématicien, il était un artiste. Il a toujours agi comme un artiste créateur et par des intuitions. Escher a été en relation avec des gens qui s'intéressaient à la géométrie, mais également avec des mathématiciens célèbres comme Penrose, qui est devenu prix Nobel entre-temps, qui a vu cette fameuse exposition à Amsterdam en 1954 et qui a été en relation avec lui depuis lors. Tout d'un coup, il est adoubé par tout le mouvement hippie qui trouve que c'est des représentations totalement psychédéliques. On le retrouve sur toutes sortes de couvertures d'albums. Il y a eu un engouement absolument énorme. Ce n'est pas ce qu'il préférait, je crois. Non, il aurait préféré rester dans le cercle plus strict de l'art. Mick Jagger, dit-on, lui a envoyé une lettre un peu olé olé, très familière comme ça, et il a trouvé qu'on ne s'adressait pas à lui de cette manière-là, et du coup, il a refusé de faire la couverture qu'il lui demandait. Il a une vraie école. Enfin, il y a des gens qui sont des fanatiques échériens et qui enseignent même comment faire des décellations. On l'appelle Eschermania. Il nous emmène dans un monde impossible, dans un monde de rêve. Et c'est ça qui nous fascine complètement, je crois.